On va plus loin à présent dans l'essentiel avec Patricia Lémonière. Bonjour Patricia. Et Antoine Mariotti. Bonjour Antoine. Bonjour Raphaël. Avec au sommaire J-19 avant le premier tour des élections législatives ici en France et la clarification voulue par Emmanuel Macron qui commence à faire son œuvre. Le président du parti Les Républicains, Éric Ciotti, appelle ainsi à une alliance avec le Rassemblement national, position combattue par la quasi-totalité des élus de droite. Et puis le Hamas, lui, a soumis sa réponse au plan de trêve proposé par les États-Unis, mais on ignore encore quelle réponse. C'est tout de suite l'essentiel. Et c'est encore une journée un peu folle qu'on vient de vivre ici en France. En l'espace de quelques heures, le dirigeant du principal parti de droite a fait ce qu'aucun de ses prédécesseurs n'avait osé en s'alliant avec les héritiers du lepénisme. La gauche, après s'être entredéchirée durant des mois, elle reconstituait une unité de façade autour de LFI dans un nouvel attelage. Et Emmanuel Macron, lui, censé donner une conférence de presse dans la journée, la reporte finalement à demain sans plus d'explications, tout en accordant un entretien à nos confrères du Figaro Magazine dans lequel il exclut de démissionner. Voilà qui fait beaucoup de choses à digérer, à commenter. Mais retour en images sur l'événement de la journée, donc la transgression d'Éric Ciotti. Depuis dimanche, il laissait planer le doute. Pressé de clarifier sa position, le président du parti Les Républicains plaide pour une alliance avec le parti d'extrême droite en vue des élections législatives. Nous sommes confrontés à trois blocs, le Rassemblement national, la majorité impuissante et l'alliance honteuse de la NUPES. Et bien dans ce cadre, pour éviter les menaces qui pèsent sur notre pays, il fallait construire des alliances qui reposent pour moi sur des valeurs de droite. Voilà, je ne me déjuge pas, je suis de droite, je reste de droite, je suis républicain. Éric Ciotti répond ainsi à l'appel lancé par le président du Rassemblement national, dont le parti est arrivé largement en tête aux élections européennes dimanche. Sur le réseau social X, Jordan Bardella s'est aussitôt réjoui. En répondant à cet appel au rassemblement, Éric Ciotti choisit l'intérêt des Français avant celui de nos partis. Mais cette annonce est loin de faire l'unanimité au sein du parti Les Républicains. Le président du Sénat, Gérard Larcher, le chef des sénateurs LR, Bruno Retailleau, et de nombreux ténors du parti fustigent la décision d'Éric Ciotti. Nous sommes très nombreux à penser que aujourd'hui le pouvoir n'a plus la confiance du peuple, nous le savons, davantage encore depuis dimanche. Pour autant, il n'y a aucune issue politique à une quelconque alliance, un quelconque accord avec un parti politique pro-russe, populiste et anti-européen. Au sein du parti Les Républicains, les appels à la démission d'Éric Ciotti se multiplient depuis son annonce, qui a provoqué un nouveau coup de tonnerre dans le paysage politique français. Voilà, Patricia Lémonière, depuis les noms d'oiseaux ne cessent de voler au sein de sa propre famille politique. Est-ce Éric Ciotti qui emmène les Républicains avec lui dans une alliance historique avec le RN, ou bien Éric Ciotti qui s'exclut finalement tout seul pour prix de son débauchage? Non, je crois surtout qu'il brise quelque chose, un tabou, quelque chose qui n'était pas concevable avant lui, c'est-à-dire c'était l'accord de ce qu'on appelait la droite républicaine avec le Rassemblement national, l'extrême droite française. Enfin, donc là, il y avait quelque chose qui n'était pas possible avant et qui maintenant, ça y est, est possible. Ça se faisait peut-être au niveau de temps en temps des élections municipales. Il y avait eu le précédent de 97 et des régions. Il y avait eu le précédent de 97 et des régions. Charles Bord, Charles Millon. Voilà, mais là c'est le responsable d'un parti politique qui va quand même faire une annonce. Au-delà de ça, moi, tout ce que je trouve, c'est qu'il y a un côté quand même assez pathétique là-dedans. Le processus lancé par Emmanuel Macron arrive à son aboutissement, c'est-à-dire qu'il voulait pulvériser la droite. Et bien, ma foi, il est parfaitement arrivé. Enfin, j'ai envie de dire qu'il y a une pulvérisation de la classe politique française. Pulvérisation accentuée par ces calculs mercantiles ou pas, de conserver ou pas des postes, et conserver son siège de député. Alors que si l'on dit, comme si les hommes politiques français nous disent que la France est en danger, on a plutôt l'impression que leur poste est en danger, que leur siège est en danger. Et que donc on a au lieu d'avoir une réflexion sur le fond, sur les programmes, sur ce que l'on veut et ce que l'on définit comme un danger pour la France et ce qu'on voudrait pour cet État,
qui est le nôtre en l'occurrence, eh bien on a plutôt l'impression que la classe politique s'arc-boute pour garder ses sièges. Et ça a un côté, ce côté qui est mis en avant aujourd'hui, qui ne sera peut-être pas ce qui sera mis en avant dans une semaine, hein, mais ce côté qui est mis en avant aujourd'hui ne peut que favoriser, qu'augmenter, qu'accroître le rejet des Français pour leur classe politique, et donc fait le jeu du Rassemblement national, qui justement ne cesse de critiquer cette classe politique qui est mercantile et qui n'a pas des vues assez hautes et qui ne prend pas en compte les vraies préoccupations des Français. Antoine, si, comme le dit Patricia, la situation du pays commande l'esprit de responsabilité chez nos politiques, le gros de la droite LR peut-elle encore naviguer seule sur son radeau, ou bien se voit-elle contrainte de rallier finalement le paquebot macroniste aujourd'hui, pour tous ceux qui rejettent le cheminement qu'entend faire Éric Ciotti? Tous ceux qui n'ont pas déjà rejoint le paquebot macroniste, d'ailleurs, parce que ces dernières années, il y en a quand même quelques-uns qui y sont allés, notamment des têtes d'affiche. La quasi-totalité, en fait, des grands élus qui condamnent aujourd'hui la démarche d'Éric Ciotti. Pour LR, très clairement, parce qu'il y a une partie, et on va le voir dans les semaines qui viennent, entre les investitures, ceux qui sont du côté de Ciotti ou pas. C'est d'ici dimanche pour la désignation voilà, du candidat. C'est-à-dire, est-ce que ce parti va devenir officiellement un allié du Rassemblement national, et tous ceux qui étaient en désaccord avec ça, notamment tous ceux qu'on a entendus aujourd'hui, Xavier Bertrand, Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse, etc., y compris certains qui ont un pied dedans, un pied dehors d'ailleurs, eh bien vont partir, quitte à créer une nouvelle structure, une nouvelle droite. Ça veut dire aussi le groupe sénatorial, si l'on en croit aujourd'hui Gérard Larcher et Bruno Retailleau. Ça fait beaucoup quand même comme hémorragie. Ça fait beaucoup. Et d'ailleurs, c'est très juste ce que disait Patricia sur le fait que tout ça, toutes ces manœuvres et toutes ces déclarations assez dingues et ces digues qui sautent fait le jeu du Rassemblement national, alors que le Rassemblement national n'est pas non plus en reste en termes d'aller avec Reconquête, etc. ou pas. Parce qu'on a vu aussi la cuisine aujourd'hui, on a fermé la porte à on voit bien que le Premier ministre Gabriel Attal, qui s'est exprimé ce soir chez nos confrères TF1, a un peu senti ça, parce qu'il a essayé désespérément, même s'il était poussé par Gilles Boulot pour répondre à ces questions-là, de ne pas répondre à ces questions-là, mais de systématiquement dire oui, mais ce n'est pas ce que les Français veulent savoir. Ils veulent bien qu'on parle des retraites, ils veulent qu'on parle du pouvoir d'achat, etc. Il a essayé d'insister là-dessus. Il a d'ailleurs confirmé que c'est lui qui mènerait cette campagne pour la majorité. Et donc, il essaie de se dire, OK, maintenant, il faut qu'on se ramène au niveau des réelles préoccupations des Français. Ce qui va y arriver, ça paraît quand même extrêmement compliqué. C'est l'annonce d'Éric Ciotti et l'attente de voir la réaction que cela pouvait susciter à droite qui a conduit Emmanuel Macron, d'après vous, à différer de 24 heures sa prise de parole, Patricia? Je ne pense pas que ce soit que Éric Ciotti. C'est aussi ce qui se passe à gauche. Il ne faut pas l'oublier, je pense que peut-être le président ne s'attendait pas à d'un seul coup la constitution aussi rapide et soudaine d'un front de gauche, j'ai envie de dire, uni. Entre Delgado du sud de la France et Jean-Luc Mélenchon, je pense que c'est le jour et la nuit dans les préoccupations et dans les convictions, etc. Et d'un seul coup, tout le monde se retrouve uni, comme si les mois passés d'invectives, de rejets, comme si la campagne et les abominations qui ont pu être dites dans cette campagne menée par Glucksmann, et ça a été très fort, comme si d'un seul coup tout cela n'existait plus. Donc le président pouvait peut-être espérer, dans sa méconnaissance complète, à mon avis, de ce qu'il a de la société française, pouvait peut-être espérer que, ma foi, la gauche n'arriverait pas à se réunir. Et là, il se trouve finalement, il continue de pulvériser la droite qu'il avait déjà bien commencé, comme vous l'avez très justement dit. Donc il parachève en quelque sorte sa démarche. Mais en revanche, la gauche ne se déchire pas, diable. Et là, c'était peut-être pas tout à fait dans les calculs. Alors on va si on voit que juste, si je peux me permettre, il y a 2-3 petites déclarations. Commence à venir Stéphane Le Foll, qui est un ancien ministre de l'Agriculture, qui non, mais ça va pas se faire simplement. Et qui commence à critiquer le patron du PS, Olivier Faure, en disant mais qui lui est sur une ligne d'opposition, il est pro. C'est lui qu'il faudrait quand même écouter. D'ailleurs, c'est lui, Olivier, que tu as nommé, donc ne parle pas à sa place et ne négocie pas à sa place, parce que cette négociation d'alliance, finalement, c'est négocié pendant que Raphaël Glucksmann était aux 20h de France de hier, et qui disait justement qu'il y a des lignes à définir pour qu'on puisse les soutenir. On voit bien que tout ça, là aussi, a sauté. Alors justement, sur ce nouveau Front populaire, on va écouter ce que disait le dirigeant du Parti communiste français, Fabien Roussel, aujourd'hui. Nous écrirons noir sur blanc ce que nous défendrons ensemble. Le soutien à l'Ukraine face à l'agresseur russe. La nécessité de reconnaître l'État de Palestine. Nous le ferons immédiatement. Et puis enfin... La reconnaissance du Hamas comme un organisation terroriste.
Ça, c'est impossible. Quoi, c'est impossible ? Impossible. Mais le Hamas est une organisation terroriste. Donc ça sera marqué. Mais s'il faut l'écrire, nous l'écrirons. Et LFI signera. Oui. C'est la force de ce rassemblement que nous construisons. C'est qu'il n'est pas construit à 4. Jean-Luc Mélenchon est d'accord aujourd'hui. C'est pas. Jean-Luc Mélenchon, il n'était pas dans les discussions. Il est hors jeu ou pas ? Nous sommes en train de construire autre chose. Sans lui ? Nous sommes en train de construire autre chose. Sans lui ? En tout cas, il n'était pas là. Donc ouais. oui. Il y avait Emmanuel Bompard. Oui, sans lui. Voilà, Jean-Luc Mélenchon, on le fait sans lui, c'est ce qu'il dit. On est prêt à inscrire le Hamas, organisation terroriste même, sur ce texte, sachant que jusqu'à présent, c'est seulement la branche armée du Hamas qui est considérée comme organisation terroriste ici en France. Donc il va assez loin. Fabien Roussel, cet attelage conclu en à peine 24 heures. Il peut susciter une dynamique, d'après vous, Patricia, auprès des lecteurs de gauche désespérés par des mois de désunion. Forcément, il y a des gens qui pour ne pas voter le Rassemblement national, voteront probablement pour ce front de gauche, que j'ai plutôt envie d'appeler que Front populaire, parce que franchement, Front populaire, c'est quand même une appellation historique qui s'était construite contre l'antisémitisme dans plein de derrière choses. Léon Blum. Voilà, derrière Léon Blum. Et donc là, l'antisémitisme, bref, c'est un peu compliqué dans ce front. Donc moi, je dis front de gauche. Une autre hauteur, oui. Voilà, je dis front de gauche. Derrière ce front, donc il y a des gens forcément qui vont y aller. Mais comment ces gens unis aujourd'hui, je comprends complètement par rapport à la menace qui pèse, parce qu'il y a bien quand même une menace sur des valeurs auxquelles on croit fondamentalement, comment ces gens-là peuvent-ils avoir un programme de gouvernement commun sur un plan économique? Ils sont sur le nucléaire. La retraite à 60 ans pour les uns. La retraite, à peu près, ils s'entendent, le Front de gauche s'entend à peu près, c'est peut-être à peu près le seul secteur sur lequel ils s'entendent. Mais tous les autres domaines sur lesquels ils s'entendent... Impossible, nous dit le Conseil d'orientation des retraites, quand même. Et sans parler de l'international. Donc, les gens vont-ils voter pour quelque chose de bric et de broc, simplement pour faire barrage je ne sais pas. Et déjà, Raphaël Glucksmann, le héros du 9 juin, éclipsé finalement par la dissolution, multiplie les initiatives. Hier, en proposant le nom de l'ex-secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, comme candidat à Matignon. Aujourd'hui, en appelant les députés indépendants du groupe Lyotte à rejoindre ce nouveau Front populaire. C'est tenable, ce type de déclaration? On pourrait discuter de l'intérêt d'avoir un Laurent Berger qui, pour le coup, pourrait en effet avoir des gens qui, sur la gauche et sur le centre, pourraient se retrouver derrière lui. Mais on voit bien que cette annonce, elle a fait pchit, ça a été repris par personne aujourd'hui. Mais il joue la mouche du coche, Raphaël Glucksmann, ou est-ce qu'il est central aujourd'hui? Il essaie de dire, voilà, on ne va pas refaire la NUPES 2.0. Il l'a dit d'ailleurs très clairement hier. Aujourd'hui, c'est moi, Raphaël Glucksmann, qui suis arrivé en tête, qui suis l'homme fort à gauche, et donc c'est moi qui fais écouter. Donc il essaye de s'intégrer, s'imprimer dans ce rôle-là. Sauf que on voit bien que ça ne prend pas, que cette union, elle a été annoncée hier dans un communiqué commun et que c'était pas, même si Place Publique, son parti en fait partie, il avait quand même dit autre chose une demi-heure avant, donc c'est extrêmement compliqué. Et puis, pour surenchérir sur ce que disait Patricia, la France insoumise, c'est aussi un rejet important auprès d'un grand nombre d'électeurs. Donc le fait qu'ils soient tous ensemble va poser des problèmes à certains électeurs. 14% de Glucksmann ne sont pas Raphaël Glucksmann, etc., vont avoir du mal à voter pour lui. Et en même temps, sans qu'il y ait cette union des gauches, ils vont avoir beaucoup de mal à passer au second tour. Et donc, c'est aussi un mal nécessaire, entre guillemets. Oui, il faut 12%. Hein. Ouais. 12,5% désinscrits. Voilà, désinscrits. Or, avec une abstention à potentiellement 60... Si on peut imaginer une participation à seulement 60%, nous disent les sondages, effectivement, et le seuil de qualification sera d'autant plus élevé. Le chef de l'État lui accordait hier un entretien à nos confrères du Figaro Magazine, révélé aujourd'hui même. J'y vais pour gagner, assure Emmanuel Macron, qui exclut toute possibilité de démissionner, même en cas de défaite de son camp. Vous le voyez prêt à assumer une cohabitation, le président de la République, Patricia Lémonière? Ah oui, pourquoi pas. Il n'aura pas le choix. Le président, de toute façon, n'aura pas le choix, effectivement. Et comme il a dit qu'il n'avait pas démissionné, il n'aura pas le choix. Sachant que lui, ce n'est pas pour se faire réélire après. Il n'y a pas d'autre possibilité. Si vous voulez, par rapport au Rassemblement national, par exemple, le Rassemblement national a dit qu'ils allaient beaucoup voter dans un premier temps par ordonnance. Or, les ordonnances, il faut quand même qu'elles soient signées par le président de la République. Donc, ça risque d'être un peu Jacques particulier. Chirac en sait quelque chose, la cohabitation de 86. Voilà, donc la cohabitation risque d'être compliquée. Mais apparemment, le président aime, on pourrait dire, le souk, les choses compliquées. Donc, il va être ravi. Néanmoins, il va être ravi en ayant mis la France dans une situation, je dirais, sur un plan économique, financier et international,
dans une grande instabilité. Et c'est là ce qui m'inquiète le plus ce soir. C'est beaucoup plus les retombées économico-financières et internationales de ce qui se passe dans les prochaines semaines. On va voir, déjà ça a commencé, Moody's a commencé à faire des remarques, les écarts se notent au niveau financier, sur les banques, etc., sur les places des échanges. La partie est loin d'être gagnée parce que le Rassemblement national, son plan économique est plutôt du côté des dépenses. Oui, et il revient, on en est évidemment réduit depuis 48 heures à faire de la psychologie, il revient sur les raisons qui l'ont poussé Emmanuel Macron à dissoudre, les incidents de séance à répétition provoqués par les députés LFI brandissant des drapeaux palestiniens à l'Assemblée, et puis le refus réitéré des députés LR et socialistes de jouer les supplétifs de la majorité, avec le risque aussi d'une motion de censure, qu'elle soit votée à l'automne, nous disait-on. Ça vous semble crédible, un motif suffisant pour dissoudre Antoine Mariotti ? Je ne sais pas qui est ce désordre permanent. Oui, c'est dénoncé par tous les membres de la majorité. Il y a eu, sauf erreur, 150 rappels à l'ordre ou sanctions au sein de cette législature à l'Assemblée nationale, contre 6 seulement sur la législature précédente, pardonnez-moi, alors que on a fait quand même seulement 2 ans. Donc, est-ce que c'est un motif suffisant ? C'est surtout qu'il n'a pas de majorité aujourd'hui. Il essaie de faire un coup de poker. Il essaie depuis des années de s'imposer comme étant la seule alternative au Rassemblement national et à l'extrême droite. C'est quand même un coup de pari extrêmement et un coup de poker extrêmement risqué parce qu'aujourd'hui, cette dissolution est annoncée au moment où l'extrême droite est au plus fort et est plus de 2 fois supérieure en termes de chiffres aux européennes au premier tour, même si les législatives c'est sur 2 tours et que c'était une autre forme de scrutin. C'est extrêmement dangereux tout de même et un pari sacrément risqué. Parce qu'il peut y avoir d'ailleurs un certain nombre de députés de la majorité, députés sortants, qui n'atteindront pas le second tour. Oui, d'ailleurs, le premier d'entre eux, Gabriel Attal, qui sera candidat dans les Hauts-de-Seine à sa réélection, l'a dit lui-même, il a appris finalement par la bande cette dissolution. Je crois qu'il aurait pu nous éviter ce drame à quelques jours d'abord des Jeux Olympiques, où quand même la France va être scrutée de partout et la situation chaotique dans laquelle on s'engage ne peut qu'attiser le désir de certains de participer au souk-ambiance, si vous voulez. Donc ça, il aurait pu nous éviter ça, et il pouvait très bien faire ça à la rentrée, avant même une motion de censure. Il pouvait décider qu'effectivement, à la rentrée, dans le calme, eh bien, on allait effectivement essayer de revoter, donner cette majorité. Il n'avait pas besoin d'attendre la motion de censure, il pouvait tout simplement, au retour de l'été, dire aux Français, écoutez, effectivement, l'Assemblée, ça marche pas, on va revoter tranquillement. Mais là, il sanctionne quand même ses députés, alors que qui est sanctionné dans cette élection européenne qu'il a tant vanté, mise en avant? C'est lui. Et c'est les députés qui payent. C'est peut-être un problème de lecture aussi, c'est-à-dire c'est peut-être penser que 3 semaines après, les Français vont voter radicalement différemment, alors que très clairement, on voit bien que ce n'est plus qu'un vote de colère, l'extrême droite, il y a un vote d'adhésion chez un grand nombre de la population. Le gouvernement parle d'éviter le pire, ça en dit long sur le décalage même entre les deux têtes de l'exécutif. Oui, mais après il parle toujours d'éviter le pire, Emmanuel Macron, mais tout en étant, selon lui, la seule alternative. Oui, mais c'est le même camp, c'est la même chose. Mais qui les a précipités dans cette possibilité-là ? C'est bien ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il veut s'imposer comme ayant l'extrême droite et lui seulement. Seulement, on voit bien que s'il y a une alliance des gauches, par exemple, il y a un certain nombre d'endroits, sauf à faire des triangulaires, où il y aura seulement l'extrême gauche, ou l'alliance de gauche et l'extrême droite en face, et ça va être extrêmement compliqué. Et en effet, juste avant les Jeux Olympiques, c'est quand même pas un moment extrêmement judicieux. Ça bouge comme rarement en France, vous l'aurez compris. C'est beaucoup plus lent, en revanche, au Proche-Orient. Toujours pas de cessez-le-feu en vue à Gaza. Et pourtant, Washington s'active. En tournée dans la région, Anthony Blinken, le secrétaire d'État, l'assure, le plan américain présenté à l'ONU est soutenu par Israël. Écoutez. J'ai rencontré le Premier ministre Netanyahou hier soir et il a réaffirmé son engagement à l'égard de la proposition. J'ai également eu l'occasion de m'entretenir avec le ministre de la Défense Gallant et d'autres hauts responsables israéliens ce matin et je pense qu'il existe à nouveau un consensus fort en faveur de la poursuite de la proposition. Mais cela ne dépend plus que d'une seule personne à ce stade. Nous verrons ce que le Hamas fera. Ce qui est déterminant, du moins ce qu'il a été jusqu'à présent dans un sens ou dans l'autre, c'est la parole venant de Gaza et des dirigeants du Hamas à Gaza. C'est ce qui compte et c'est ce que nous n'avons pas encore. C'est pourquoi je dis que nous attendons de voir.
Voilà, et des responsables du Hamas l'affirment, hein, le mouvement a donné sa réponse officielle dont on ignore la teneur à ce stade. Alors Mathieu Mabin, méthode Coué ou bien l'administration américaine a-t-elle réellement reçu des assurances de la part d'Israël, de son allié israélien Benjamin Netanyahou, comme le dit à l'instant Anthony Blinken? Alors, d'abord, cette proposition de plan initialement présentée comme israélienne est le résultat d'un dialogue appuyé entre le département d'État américain et la diplomatie israélienne. Entendez par appuyer quelque chose qui se rapproche plus du contraint en réalité. En clair, le plan initial est plus américain qu'israélien, mais quoi qu'il en soit, la résolution adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies lundi reprend l'essentiel des termes du plan. Concrètement, il s'agirait d'une trêve de 6 semaines, accompagnée non pas d'un retrait total des troupes israéliennes de Gaza, comme initialement évoqué par Joe Biden, mais d'un repli vers les zones de Gaza les moins densément peuplées. Comprenez par là un retrait de Rafah, principalement. Ensuite, dans sa première communication, Joe Biden avait parlé de la libération des otages. Or, désormais, le texte parle de quelques otages, et toujours en échange de prisonniers palestiniens détenus en Israël. Et donc, l'état des lieux est le suivant. La branche armée du Hamas, dans toute sa diversité, est globalement sur les genoux, avec après 8 mois de combats ininterrompus, c'est énorme. Désormais, l'armée israélienne parvient même à libérer des otages de vive force, comme on l'a vu ces derniers jours, et dévoile au passage des pans entiers de la stratégie de communication du Hamas. Et donc, dans leur communication, les diplomaties israéliennes et américaines, quand elles disent que la balle est désormais dans le camp du Hamas, puisqu'Anthony Blinken dit avoir reçu des signaux encourageants du Premier ministre israélien, toute la question est de savoir si Yahya Sinwar, le chef de la branche armée du Hamas à Gaza, et qui passe pour le cerveau du 7 octobre quand même, toute la question est de savoir si la stratégie de cet homme va consister à mourir en martyr dans les ruines de Rafah ou dans un quelconque souterrain de l'enclave, comme le dit Anthony Blinken, ou s'il considère que son action a besoin d'une respiration pour être relancée et éventuellement pour capitaliser sur ce que le Hamas présente comme le magnifique sacrifice d'un peuple, je cite évidemment. Et donc, en résumé, le temps est encore à la prudence et cette tentative de cesser le feu ne serait évidemment pas la première à échouer, sachant que, dans le fond, au point où en est Israël aujourd'hui, sur la scène diplomatique en tout cas, avec encore des dizaines d'otages aux mains de l'organisation islamiste, le scénario idéal pour l'administration israélienne aujourd'hui est peut-être tout simplement le nouvel échec d'une tentative de trêve imputée par Washington au Hamas. Merci Mathieu Mabin. Les États-Unis, Patricia Lemonnier, font un réel effort pour imposer la trêve. Oui, le président Joe Biden n'a qu'une envie, c'est que tout ça s'arrête parce qu'il a des élections à gagner. Et que donc plus tout ça dure, on l'a déjà dit, on le répète encore une fois, effectivement, tout ce conflit n'arrange pas ses affaires pour la campagne électorale. Donc il veut à tout prix que cela s'arrête. On voit bien que ce plan traîne sur la table depuis le mois de décembre quand même. On a parlé de la première fois de ces 3 phases. Alors maintenant, il y a des évolutions à la marge. Mais quand on dit, oui, les Israéliens ont accepté et c'est plus que le Hamas qui n'a pas donné sa réponse, effectivement, le Hamas n'a pas donné sa réponse. Il l'aurait donné. Il l'aurait donné ce soir, mais enfin, il ne l'avait pas donné en début de journée. Mais comment pouvait-il la donner? Il y avait effectivement 4 otages, hein, c'est bien ça. 4 otages qui avaient été libérés. 4 otages qui avaient été libérés avec des dégâts quand même assez considérables dont on a quand même passé sous silence le nombre. Plus de 200 Palestiniens tués. 200 Palestiniens L'ONU l'a pas passé sous silence. Hein. Oui, enfin, mais globalement, nous avons passé sous silence parce que nous avions d'autres préoccupations. Les 200 morts, 200, 150, etc. Mais enfin, néanmoins, cette libération s'est faite quand même avec beaucoup de casse. Le Hamas ne pouvait pas immédiatement dire « Ok, on y va, on vient de se ramasser une défaite cuisante, on accepte ». Donc, il fallait quand même laisser un peu de temps. Même si le Hamas devait donner une réponse positive, on va se retrouver tout de suite devant la situation qui est la suivante. Le cessez-le-feu va-t-il durer ou ne va-t-il pas durer? Et là, on retombe chaque fois sur les mêmes problèmes qui sont une vision double et différente. Le Hamas veut un cessez-le-feu éternel. Et pour le Premier ministre israélien, il s'agit de finir d'anéantir le Hamas et donc pour lui de
tuer ou d'éliminer. En faisant libérer par phase les otages israéliens qui sont encore vivants aux mains des... Donc, on voit bien que le Hamas n'a pas fini, puisque hier encore, il y a eu des soldats israéliens qui ont été tués dans les combats. Donc, il y a encore des combattants du Hamas sur le terrain. Et ils se battent. Le gouvernement israélien va-t-il réellement aussi accepter ce cessez-le-feu? Parce qu'on a beau avoir les Américains qui nous disent régulièrement que oui, ils ont réaffirmé leur soutien à ce plan, etc. Il n'y a pas les ministres de l'extrême droite. Il n'y a pas une seule fois où il y a le gouvernement israélien, notamment Benyamin Netanyahou, qui a dit oui, nous soutenons absolument ce plan, c'est le nôtre. Comme l'avait dit Benyamin Netanyahou, ils sont revenus derrière. Après, ils ont dit c'est un plan incomplet, c'était le 3 juin, il y a quand même pas très longtemps. Et donc voilà. Et à chaque fois, on a Benny Gantz qui a claqué la porte du gouvernement et du cabinet de guerre ce week-end en disant Benyamin Netanyahou fait tout pour faire durer cette guerre-là, uniquement à des fins politiques et pour éviter qu'il y ait une commission d'enquête sur ce qui s'est passé le 7 octobre, parce qu'il a une responsabilité forte et que ça va lui tourner autour et que ça va être extrêmement compliqué, outre ses affaires judiciaires où il est épargné tant qu'il est au pouvoir. Il n'empêche que Benyamin Netanyahou, aujourd'hui, il tient au pouvoir pas parce qu'il y a Benny Gantz ou pas Benny Gantz, mais parce qu'il a une majorité avec une coalition de 64 députés sur 120 députés, c'est-à-dire plus de la majorité, grâce à l'extrême droite. Et une extrême droite qui est la droite de l'extrême droite, c'est-à-dire des suprémacistes. Et ceux-là, ils refusent catégoriquement tout accord avec le Hamas. Ils veulent complètement éradiquer le Hamas, et même, j'ai envie de dire, presque la bande de Gaza pour certains. Et ils veulent déclencher, ils réclament à corps et à cri un conflit dans le nord avec le Hezbollah pour éradiquer le Hezbollah. Et ça, Bezalel Smotrich, ministre des Finances, ou Itamar Ben-Gvir de la Sécurité nationale, qui sont les deux principaux représentants de cette extrême droite suprémaciste, on l'a insisté fortement à plusieurs reprises publiquement auprès de Netanyahou, à qui il ne parle pas beaucoup en coulisses d'ailleurs, pour ça. Donc ça, c'est aussi une autre question. Est-ce que Benyamin Netanyahou va faire exploser sa coalition? Parce qu'ils ont tous les deux dit, nous on quitte la coalition, donc il n'y aura plus de gouvernement et de majorité pour Benyamin Netanyahou, donc automatiquement des élections, si jamais, eh bien, il y a cet accord. Merci infiniment Patricia Lemonnier, Antoine Mariotti. On va plus loin, c'est terminé. Merci également à Mathieu Mabin qui était avec nous en direct de Washington. On se retrouve dans 4 minutes pour un nouveau journal.